Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le Junkers Ju-87 était devenu l'une des armes les plus redoutables de l'arsenal nazi. Et ils participèrent en masse aux premiers bombardements orchestrés par Hitler et allaient être considérés pour leur efficacité dévastatrice comme un instrument de victoire imparable. Durant les 9 premiers mois de la guerre, leur bruit si caractéristique terrorisait les populations civiles alors qu'ils paralysaient les armées d'Europe de l'Ouest. Fiable et facile à entretenir sur le front, sa grande résistance aux tirs défensifs et son aptitude à rentrer au bercail malgré le sérieux dégât en faisaient l'un des appareils préférés des pilotes nazis. Grâce à un enchaînement quasi constant de triomphes, le Stuka était devenu un appareil mythique pour les uns et redouté pour les autres. Même s'il ne fut pas et de loin l'appareil le plus produit de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui qui aura servi le plus longtemps. L'un des pionniers se cachant derrière le choix du tout métal en aéronautique était Hugo Junkers, un ingénieur allemand. Il déposa le brevet d'une technique qui allait lui permettre de trouver une parade dès 1915 au bois et toile. C'était le Junkers J1, équipé d'un moteur Mercedes. C'est donc sur ce biplan blindé de soutien et de reconnaissance que fut utilisé pour la première fois un habillage en métal lors de la Première Guerre mondiale. Une poignée d'avionneurs suivirent l'exemple et construisirent, selon le même procédé, une série d'avions d'attaque au sol et de chasseurs. En octobre 1917, Anthony Fokker se joint à Hugo Junkers pour fonder la société Junker-Fokker. 2 ans plus tard, elle était rebaptisée Junker Flugzeugwerke. L'armistice venait d'être signé et l'Allemagne acceptait le traité lui interdisant de développer son armement. La firme Junker se concentra donc exclusivement à l'aviation civile et privée. En 1921, le vent en poupe, elle dévoilait son premier avion de ligne. En 5 ans, grâce à ces appareils, une compagnie aérienne allait connaître ses débuts, la Lufthansa. Durant toutes les années 20, tous les avions de ligne et de transport construits par Junker étaient exclusivement en métal. Cette habitude était devenue la carte d'identité de la société qui parachevait son œuvre en dévoilant un appareil au succès extraordinaire, le Ju-52. Mais si l'aviation civile assurait les beaux jours de la firme, Hugo Junkers s'intéressait toujours en parallèle au développement de l'aviation militaire. Il détourna le traité signé entre l'Allemagne et les Alliés en établissant des succursales dans les pays voisins. En 1928, l'une d'entre elles, la AB Flag Industry, basée en Suède, produit un monoplan biplace, le K-47. Il était spécialement adapté au piqué, une technique qui allait devenir la grande spécialité du Stuka. En 1933, après que l'Allemagne ait repris son effort de guerre, et sous l'égide de Ernst Udet, un as de la Première Guerre mondiale, le ministère de l'Air annonce son intention de développer un bombardier destiné aux attaques en piqué. Des démonstrations impressionnantes effectuées par un appareil de l'aéronavale américaine avaient convaincu Udet de l'efficacité de cette méthode. En se basant sur le travail réalisé sur le K-47, Junkers se met à l'ouvrage pour produire son nouvel appareil désigné Ju-87. Le prototype fit son premier vol d'essai en 1935. Mais il s'écrasa au cours d'un piqué, tuant sur le coup son pilote et son observateur. L'architecture de cet appareil reposait sur 2 sections de fuselage longitudinales. Une fois en l'air, sa voilure en W et son train principal fixe lui conféraient une allure faussement nonchalante. Au sol, il donne l'impression d'être massif, alors qu'il ne mesure que 11 mètres de large et 14 d'envergure. À l'altitude de 4000 mètres, son moteur Yumo de 600 chevaux lui offrait une vitesse maximale de 320 km/h. Un énorme radiateur monté sous le nez prenait en charge le refroidissement du moteur, relié à une hélice 3 pales à pas variable. D'imposants aérofreins réduisaient la vitesse en piqué à 600 km/h. Une verrière renforcée par de nombreux montants recouvre les places des 2 membres d'équipage, leur offrant un champ de vision respectable.
Afin d'éviter que la bombe ne touche l'hélice, on utilisait un bras articulé pour l'éloigner de l'appareil au moment du largage. Fin 1936, l'usine Junkers de Dessau tournait à plein régime. Le ministère de l'Air avait effectué une commande initiale de 250 appareils qui furent livrés à Luftwaffe au printemps 1937. La première unité à être dotée de Stuka a été le premier Gruppen de Stuka Geschwader 162, surnommé Himmelmann. Certaines machines ont été envoyées en Espagne pour subir leur baptême du feu au sein de la Légion Condor. Cette division avait déjà acquis la supériorité aérienne, mais les Ju-87 allaient s'avérer cruciaux dans un grand nombre d'offensives. Ils pilonnèrent Madrid et devenaient redoutables quand leurs attaques étaient synchronisées avec un assaut terrestre. Ils étaient tout aussi efficaces contre des cibles en mer. Des attaques répétées contre les ports de la côte méditerranéenne causèrent des dégâts énormes à la marine espagnole. En 1938, l'Espagne était devenue le terrain d'entraînement des Stuka. Les nouvelles tactiques d'assaut développées allaient se révéler particulièrement destructrices quelques années plus tard. Pendant ce temps, Junkers produit une version plus puissante du moteur Jumo. Désigné modèle 211, il développait 1100 chevaux au décollage. Il fut monté en 1938 sur une nouvelle variante du Stuka, le Ju-87B. Le gain de puissance a totalement changé le comportement de l'appareil. Sa capacité d'emport de charge doubla, ce qui lui permettait d'emporter à la fois un second membre d'équipage et 700 kg de bombes. Une deuxième mitrailleuse était placée dans l'aile gauche et des bombes pouvaient désormais être placées sous la voilure. Le système de visée en piqué Révi remplaça l'ancien, augmentant ainsi la précision des largages. Afin d'augmenter l'impact psychologique sur les civils, il fut également équipé d'une sirène activée par la vitesse de l'air. Montée sur l'un des trains principaux, elle générait un bruit qui restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont un jour entendu. La traînée avait été légèrement réduite en carénant le train principal. Grâce à son augmentation de puissance, sa vitesse de pointe augmentait de 70 km/h et celle de piqué de 40. Le ministère de l'Air était si impressionné par ces améliorations qu'il commanda d'emblée 400 machines. Junkers augmenta ses cadences de travail et le premier modèle fut envoyé dans son unité en 1938. Quelques mois plus tard, la Luftwaffe demandait 600 appareils supplémentaires. Les livraisons se faisaient à un bon rythme et à l'automne 1939, 500 Stuka étaient pleinement opérationnels. Ils étaient divisés en 9 groupes. Le Ju-87B équipait 5 Gruppen de première ligne, alors que les premiers modèles étaient retirés du service actif. La plupart d'entre eux furent assignés à des écoles spéciales, les Stuka Geschwader. Dans ces unités, on enseignait aux nouveaux pilotes les techniques de bombardement en piqué développées en Espagne. Il fallait un certain niveau pour pouvoir y accéder, car la moindre erreur de jugement lors d'une passe en piqué pouvait être fatale. Les équipages de Ju-87 connurent leur première perte lors d'une démonstration à Neuhammer en août 1939. Le mauvais temps cachait le relief et 13 appareils du Stuka Geschwader 76 s'écrasèrent au sol. Deux semaines plus tard, les Stuka appuyaient l'offensive terrestre contre la Pologne.
La Luftwaffe ayant la maîtrise totale de l'espace aérien, les Stuka peuvent opérer dans des conditions idéales. Les 9 groupes participèrent aux assauts, 3 au nord, 6 au sud. En plus de leur mission d'appui, ils étaient en charge du bombardement d'objectifs stratégiques comme des terrains d'aviation, des chemins de fer, des navires et des centres de communication. La campagne commença à l'aube du 1er septembre. Le Blitz dura 4 semaines pendant lesquelles les Stuka prouvèrent leur puissance dévastatrice. Le rôle principal de la Luftwaffe était d'établir la supériorité aérienne en détruisant le plus grand nombre possible d'avions polonais sans leur laisser le temps de décoller. Les rares appareils totalement obsolètes arrivant à éviter les bombardements n'avaient que peu de chances de survie face aux nazis. À la fin du premier jour, la Pologne avait perdu la moitié de sa flotte aérienne alors que l'envahisseur ne déplorait que 14 avions manquants. La Pologne restant sans moyens de défense, la Luftwaffe maîtrisait totalement son espace aérien. Désormais libres de tous leurs mouvements, les Stuka pouvaient passer à l'action, semant la mort et la terreur. Ils transformèrent en poussière d'innombrables objectifs militaires, coulant la quasi-totalité de la flotte polonaise, mais aussi civile, en participant au pilonnage de Varsovie. À la fin du mois de septembre, la Pologne capitule. Le Stuka venait de prouver sa redoutable efficacité. Les unités de bombardement en piqué, ne déplorant la perte que de 30 appareils, venaient de jouer un rôle essentiel dans la première étape dans l'avancée de l'Allemagne nazie. Leur production augmentant de façon exponentielle, l'Allemagne était désormais en mesure de fournir ces appareils à ses pays alliés. L'Italie, la Roumanie et la Bulgarie recevaient bientôt ses premiers Ju-87, et le Japon commença à s'y intéresser. Au printemps 1940, la Luftwaffe créait le 10e Gruppen et 700 appareils supplémentaires furent mobilisés. La moitié d'entre eux étaient destinés à l'invasion de la France. Mais en avril,
une nouvelle version au rayon d'action augmenté prit part à l'invasion du Danemark et de la Norvège. Le Ju-87R était capable de franchir une distance de 1500 km. Les modifications apportées à sa structure lui permettaient de transporter 150 litres de carburant supplémentaire sous chaque aile. 2 réservoirs largables de 300 litres chacun étaient également montés sous les ailes. Ils étaient fixés à la place des montants d'emport de charge qui pouvaient rapidement retrouver leur fonction d'origine pour des missions nécessitant un plus faible rayon d'action. Le 7 avril, les troupes nazies débarquent à Copenhague, Bergen, Narvik et Trondheim par la mer. Parallèlement, la Luftwaffe effectuait ses parachutages et ses bombardements à l'aide de plus d'1 millier d'appareils. L'armée danoise était bien trop petite pour opposer une quelconque résistance à la puissance nazie. Sa seule option était la reddition immédiate. Mais la Norvège résista et se joint rapidement à la force alliée née en Angleterre. En une semaine, l'armée d'Hitler avait à faire face à des milliers de soldats britanniques, français et à la défense norvégienne. La plupart des terrains d'aviation norvégiens étaient tombés aux mains des parachutistes nazis. La Luftwaffe gagnait une nouvelle fois la supériorité aérienne et avait le champ libre pour appliquer la même tactique qu'en Pologne. Les unités Stuka du STG-1 étaient affectées au bombardement en piqué de centres de communication et de concentration de troupes. Ils attaquèrent les navires alliés et coulèrent un bon nombre de destroyers britanniques et français. Sans le soutien de bases aériennes et à cause d'un manque évident de moyens de défense antiaérienne, les Alliés se trouvaient dans une situation désespérée. La résistance dura encore quelques semaines, mais au premier jour de mai, les troupes alliées réunies dans le sud de la Norvège commencèrent à battre en retraite. Quelques jours plus tard, le 10 mai, Hitler lança une nouvelle offensive. Alors que les colonnes de Panzer commencent leur progression vers les pays de l'ouest de l'Europe, des milliers d'appareils s'attaquent aux terrains d'aviation de Belgique, de France et de Hollande. Neuf unités Stuka participèrent aux assauts, couvrant les colonnes de blindés avec plus de 350 appareils en l'air. En 3 jours, la majeure partie des forces aériennes hollandaises et belges avaient été réduites à néant sans même avoir le temps de décoller. Loin de toute menace aérienne, les troupes au sol pouvaient progresser sans entrave
et les parachutistes pouvaient opérer librement sur des sites stratégiques. En Hollande, les Stuka pilonnèrent Rotterdam, tuant des centaines de civils et détruisant des milliers de bâtiments. Comme les Polonais, les Hollandais et leur armement vieillissant ne pouvaient tenir tête à la machine de guerre nazie surpuissante. En 5 jours, la victoire était certaine. Le 14 mai, les nazis demandaient la totale reddition de Rotterdam. Devant l'hésitation de l'ennemi, une frappe aérienne massive était organisée contre la ville portuaire. À la vue d'un ciel parsemé de bombardiers, Rotterdam déposait les armes. Malheureusement, cette information n'a pu être transmise à temps aux pilotes des bombardiers, et une grande partie de la ville fut rasée. Le jour suivant, la Hollande capitulait. La progression vers la Belgique n'était désormais plus entravée, et la France approchait inexorablement de son sort. Les blindés de Guderian attaquèrent par les Ardennes et traversèrent la Meuse à la hauteur de Sedan.
La ligne Maginot avait été contournée, et la majorité des troupes alliées se frottaient à Rommel, à la frontière belge. La voie vers la Manche était ouverte. L'attaque massive des Panzers avait permis l'ouverture d'une voie à travers la France. Pendant ce temps, les Stuka jouaient à nouveau leur rôle de destruction massive et de guerre psychologique. Une fois encore, les conditions étaient idéales pour eux. La Luftwaffe avait d'ores et déjà gagné la supériorité aérienne grâce au déploiement de plus d'1 millier de Bf-109. L'armée de l'air française ne pouvait tout simplement pas tenir tête à une telle projection de puissance militaire. Seul le Dewoitine D520 était capable d'affronter un Bf-109, mais ils étaient en sous-nombre évident. En moins d'une semaine, la France avait perdu les 3/4 de sa flotte de chasseurs. En anticipation de l'attaque nazie, la Royal Air Force avait envoyé 14 escadrons vers la France. Mais ils restaient désespérément en sous-nombre. La plupart des unités étaient équipées de Bristol Blenheim ou de Fairey Battle, deux appareils rendus totalement obsolètes par la puissance nazie. Durant les premiers jours de l'invasion, la RAF devait perdre 75 Battle et 86 Blenheim. Seules les 4 unités de Hurricanes pouvaient infliger des pertes au sein des nuées de Stuka et de Messerschmitt pilonnant la France. En une seule journée, les nazis devaient déplorer la perte de 50 Ju-87. La moitié furent détruits par la défense antiaérienne et au moins 21 par les Hurricanes. Pour la première fois, le point faible du Stuka était mis au jour. C'était une machine redoutable tant que la Luftwaffe détenait la supériorité aérienne. Mais face à un chasseur ennemi, il n'avait quasiment aucune chance. Le 14 mai, 5 Stuka furent détruits par une formation de Hurricanes au cours du même engagement. Le 28 mai, l'armée belge dépose finalement les armes et les restes des troupes françaises et britanniques sont acculés à Dunkerque. Un périmètre défensif était organisé et durant les jours qui suivirent, un balai incessant de bateaux de toute taille et de tout genre évacua les troupes alliées de cette souricière. Afin d'enrayer cette fuite, la Luftwaffe envoya tous ses avions disponibles à l'attaque du convoi. Pendant que les troupes au sol progressaient vers l'intérieur de la ville, les Stuka s'attaquaient au rassemblement de soldats dans les ports et le long des plages.
La flotte alliée improvisée essuyait de nombreux raids, et 3 destroyers et 2 gros transporteurs furent coulés. L'un d'eux était un bateau courrier irlandais, le Scotia. Chargé de plus de 2000 soldats, il fut touché 3 fois juste à la sortie du port. 2 bombes frappèrent le pont principal et la 3e traversa la coque et coula le bateau, faisant 300 victimes. Malgré leur efficacité face à des objectifs au sol, les Stuka avaient à en découdre avec la chasse britannique. Les Spitfire et les Hurricanes, se relayant depuis leur base du sud de l'Angleterre, ont causé de nombreuses pertes au sein des formations de bombardement en piquet. Le 5 juin, les 900 navires de sauvetage avaient réussi à extraire plus de 300 000 soldats alliés. Et la Luftwaffe avait perdu plus de 200 appareils au-dessus de la région de Dunkerque. Dans le reste de la France, la bataille dura encore 2 semaines. Le 14 juin, les nazis foulaient le sol de Paris. Le 16, le gouvernement ne vit plus d'issue possible. Six jours plus tard, la France capitulait et la Luftwaffe prenait le contrôle de tous les terrains d'aviation du nord du pays. Hitler visait maintenant l'Angleterre. Afin de préparer une invasion facile, les préparatifs de la destruction de la RAF furent organisés. La Luftwaffe se réorganisa et 2 flottes prirent position de façon à pouvoir frapper directement l'Angleterre. La flotte numéro 3, commandée par le maréchal Sperl, était basée le long de la Manche. La numéro 2, sous les ordres du maréchal Kesselring, était stationnée en Belgique et aux Pays-Bas. Une 3e flotte, plus petite, prenait position au Danemark et en Norvège. À L3, elle pouvait mobiliser près de 3000 appareils. Elle comptait des avions de reconnaissance, 1260 bombardiers longue portée, 1100 chasseurs monoplaces et 320 bombardiers en piquet. Les unités Stuka étaient réparties au plus près des objectifs. La plupart étaient affectés à la flotte numéro 3 et une partie de la Stuka Geschwader 1 fut assignée à la flotte numéro 2. Face à elle, les Britanniques n'alignaient que 700 Spitfire et Hurricanes. Avec cette supériorité numérique et une plus grande expérience du combat, la victoire de la Luftwaffe semblait assurée d'avance. L'offensive commença début juillet par des raids isolés contre les convois et les installations portuaires de la côte de la Manche. Escortés de Bf-109, les Stuka bombardaient leurs objectifs au moyen de charges à percussion de 500 kg. La plupart de ces opérations étaient gênées par le mauvais temps. Mais le 25 juillet, un grand coup fut porté. Les Stuka traversèrent la Manche par vagues successives et bombardèrent un important convoi au large de Douvres. Assistés par les U-boats, ils coulèrent 8 bâtiments sur 21.
4 jours plus tard, une autre vague de 50 Stuka escortés de 80 Bf-109 lançait un second raid sur Douvres. Un destroyer était coulé, mais cette fois, 4 Ju-87 avaient été abattus contre un seul appareil britannique. Le 8 août, la Luftwaffe lançait sa plus grande campagne antimaritime. 57 Stuka et 50 Bf-109 s'attaquèrent à un convoi de 20 bâtiments en 3 vagues successives. Mais face à un peu plus de 30 Spitfire et Hurricanes, 8 Stuka furent abattus et un grand nombre sérieusement endommagés. Une fois encore, sans la couverture de la maîtrise de l'espace aérien, ils avaient montré leur talon d'Achille. Le 13 août dans l'après-midi, Göring lance sa grande offensive contre les bases aériennes de la RAF. 5 Stuka furent abattus par les chasseurs du Squadron 609 durant le raid sur Middle Wallop. 3 jours plus tard, 9 autres étaient détruits et un grand nombre sévèrement atteints alors qu'ils tentaient d'attaquer Tangmer. L'histoire se répéta le 18 août quand 110 bombardiers en piqué furent envoyés pour détruire la station radar de Polling et les bases de Ford, Gosport et Thorney Island. Des raids qui s'avéreront désastreux pour la 3e flotte de la Luftwaffe. 30 Stuka avaient été soit détruits, soit sévèrement endommagés. Le STG-77 à lui seul devait perdre 12 appareils et 6 revinrent à la base quasiment irréparables. Ces derniers combats allaient signer la démobilisation des Stuka du front britannique. Le 19 août, tous les Ju-87 de la 2e et de la 3e flotte étaient rappelés. À la fin de l'année, la Luftwaffe devait admettre que toutes ses tentatives avaient échoué. Et il fallait trouver un autre moyen pour conquérir l'Angleterre. En 1941, le Stuka Geschwader implantait une nouvelle base. Les opérations de destruction massive reprirent dans les espaces aériens dominés par la Luftwaffe. En janvier, les Stuka bombardèrent l'île de Malte, infligeant de sérieux dégâts au porte-avions britanniques HMS Illustrious et coulant un croiseur, le Southampton. Entre avril et juin, ils jouèrent un rôle important lors des raids sur la Grèce, la Yougoslavie et la Crète. Quelques destroyers britanniques et un autre croiseur, le HMS Gloucester, furent coulés au large de la Crète pendant la bataille. Le 22 juin au matin, Hitler lance son opération Barberousse, l'invasion de l'URSS. Comme toujours, les Stuka ont constitué le fer de lance. Après une série de raids parfaitement synchronisés, la plupart de la force aérienne soviétique était réduite à néant. À la fin du mois, ils avaient perdu 4000 appareils contre seulement 200 côté nazi. Les troupes au sol progressaient rapidement.
Les Russes, pris par surprise par la coordination des assauts, battirent en retraite. Une fois encore, la Luftwaffe gagnait la supériorité aérienne. Les Stuka pouvaient commencer leur travail de soutien tactique, bombardant les sites stratégiques pour ouvrir la voie aux colonnes de blindés. La puissance nazie progressait inexorablement vers l'intérieur de la Russie. De très nombreux soldats soviétiques furent capturés et une quantité impressionnante d'armes et de véhicules furent récupérés et détruits. Les pertes enregistrées par la Luftwaffe en comparaison à celles subies par les soviétiques étaient dérisoires. Mais l'intensité et la longueur des combats allaient commencer à faire tourner le vent. Toutes les forces étant projetées en première ligne, l'approvisionnement en pièces détachées était lent et inefficace. La défaite allait être cuisante. Les pluies denses d'automne transformèrent le terrain en amas de boue, empêchant la progression des bataillons de logistique. La première ligne ne fonctionnait plus qu'à 50% de son potentiel, incapable de recevoir le soutien et le renfort matériel qu'elle attendait. La température commençait à chuter. Alors que le froid s'installait, les troupes au sol arrivaient tant bien que mal à se mettre en place pour l'assaut final sur Moscou. Mais la température continuait de chuter. L'armée nazie n'était pas préparée à faire face à de telles conditions climatiques. Jour après jour, la situation s'aggravait. La température négative gelait les moteurs et paralysait les véhicules, un problème auquel les nazis n'ont su faire face. La grande armée nazie était paralysée et le front emportait les soldats un à un. Une fois encore, un point faible de la structure militaire d'Hitler était révélé. Cette fois, impossible d'organiser un blitz comme il le faisait auparavant. Malgré le climat et les attaques incessantes de l'armée rouge, les nazis tinrent bon jusqu'au printemps. Fin 1941, un nouveau modèle de Stuka allait remplacer le Ju-87P. Avec une envergure plus large et un moteur plus puissant, il était capable d'emporter des charges allant jusqu'à 1,8 tonne. Le blindage avait été perfectionné et une double mitrailleuse remplaçait la 7 mm 9 à l'arrière du cockpit. Surnommé le Dora, il fut la base de nombreux dérivés pour les 3 années à venir. Ce fut la version du Stuka la plus produite. Plus de 3000 exemplaires sortirent des usines, soit la moitié de la production totale du Ju-87. La dernière version produite fut le Ju-87G. Spécifiquement conçus pour la lutte anti-char, ces aérofreins furent retirés et 2 canons de 37 mm furent montés sous les ailes. Bien qu'il fût plus lourd et moins maniable, sa puissance de feu était considérable et il était capable à lui seul de détruire un char soviétique. Après une période d'essai d'armement à Rechlin, le Gustav entra en service en 1943, juste à temps pour participer à la bataille de Koursk. Des unités anti-chars avaient été spécialement créées et les pertes infligées aux colonnes blindées russes furent sévères.
En Afrique, une version modifiée du Stuka servait dans l'Africa Corp sous les ordres de Rommel depuis 1942. Équipés de réservoirs plus vastes et de filtres anti-poussière, ils participèrent à la plupart des opérations dont l'attaque de Tobrouk et la bataille d'El Alamein. Alors que l'armée britannique lançait sa contre-offensive en 1943, les dégâts infligés aux unités Stuka furent considérables. À la fin du mois de mai, les pertes avaient été si sévères que tous les Stuka restants furent démobilisés du front africain. Malgré de nombreuses modifications apportées, le Ju-87 devenait de plus en plus vulnérable. Face à l'aviation alliée, il devenait obsolète. Mais jusqu'à ce que le Focke-Wulf 190 sorte des usines, la Luftwaffe continuait malgré tout à envoyer ses Stuka au front. En 1944, les Alliés débarquèrent à Anzio en Italie et firent face à une résistance acharnée. Les Stuka pilonnaient hommes et véhicules, forçant les Alliés à revoir leur stratégie d'intervention. Cette tentative de débarquement avait été un échec, mais ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Cette bataille brève fut l'un des derniers faits de guerre des Stuka. Fin 1944, la quasi-totalité des Stuka-Geschwader avait opté pour les FW-190 enfin disponibles. Dans un élan de réorganisation de la dernière chance, la Luftwaffe revoyait entièrement ses stratégies. Moins de 300 Stuka étaient encore opérationnels et étaient en général relégués aux raids nocturnes. En septembre, après avoir produit 5700 exemplaires, les chaînes cessèrent de le produire. Même si quelques unités allaient continuer à l'exploiter jusqu'à la fin de la guerre, le Ju-87 devenait totalement dépassé. Au fur et à mesure de la progression de la guerre, les pilotes de Stuka, toute notion d'appartenance à un camp particulier mis à part, avaient fait preuve de plus en plus de bravoure pour s'acquitter de leur mission. Hans Ulrich Rudel était l'un de ces pilotes, le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Surnommé l'Aigle de l'Est, il commandait l'Immelmann Stuka Geschwader.
et fut le seul militaire à recevoir la plus haute distinction de l'armée allemande pour acte de bravoure. En ayant participé à 3500 missions, il restera l'un des aviateurs ayant connu le plus grand pourcentage de victoires de l'histoire. La plupart de ces victoires avaient été remportées face à des troupes au sol. En volant à basse altitude, sous un feu défensif nourri, il détruit 519 chars soviétiques, dont 17 le même jour. Rudel a totalisé à lui seul un croiseur, un destroyer, un cuirassé, 70 avions au sol et 11 en vol, plus des centaines de véhicules, de pièces d'artillerie, de colonnes de blindés et de convois terrestres et maritimes, sans compter les installations et les ponts. Il a sauvé 12 compagnons d'armes et 6 équipages de Stuka de la capture. En essayant de secourir un autre appareil écrasé sur le territoire soviétique en 1944, il fut capturé et emprisonné. Il s'échappa malgré une blessure par balle à l'épaule et parcourut 50 km à travers les lignes ennemies avant d'atteindre la frontière allemande. Son avion fut touché 30 fois, plus qu'aucun autre encore en état de voler. Et lui-même fut blessé 5 fois, dont une fois sérieusement à la jambe. On dut l'amputer d'une partie de la jambe. Mais 6 semaines plus tard, à l'encontre de ses ordres, il reprend les commandes de son avion et continue à servir jusqu'à la fin de la guerre. Sa devise était « Seul l'abandon conduit à la perte ». Le coût infligé à l'effort de guerre par cet homme se compte en milliards de francs. Aux commandes de son Stuka, Hans Ulrich Rudel restera sans doute l'un des plus grands pilotes de combat de tous les temps.